Bonjour, je crois qu'il faut commencer. Donc grosso modo, le sujet auquel on ne répondra pas, mais c'est pas grave. On a donc célébré l'année dernière l'anniversaire des 10 ans de la crise financière, qui était répertoriée comme la plus grave depuis 1929. Aujourd'hui, la question ne semble même plus de savoir si une nouvelle crise peut avoir lieu, mais quand elle aura lieu. C'est donc la question que nous poserons à nos éminents panélistes. Cela peut vous paraître difficile comme question. Pas tant que ça. Je viens de me rendre compte que nous avons un devin dans la salle. Il ne sait même pas qui... Lorenzo Bino Smaghi, le président du conseil d'administration de la Société Générale, expliquait en décembre 2018 aux Échos, je le cite, « Je verrai volontiers 2 femmes à la tête de la Commission européenne et de la BCE ». Et ça, en décembre 2018, il fallait le deviner. Donc je pense qu'il nous donnera la date. Grâce à ça, tu deviens la financière. Voilà. C'est pour ça que je suis invité à ce panel. Voilà. Ben donc maintenant, on voudrait la date de la crise. Donc on s'incline, mais je vous rassure, tous les participants sont de la même qualité. Donc je vais vous les présenter rapidement. Donc, Monsieur Bino Smaghi est un économiste italien. Il a été membre du directoire de la BCE de 2005 à 2011 et depuis 2015, il est président de la Société Générale. Il a enseigné à Harvard, il a formé à Louvain en Californie, au Chicago. Il a commencé comme économiste à la Banque d'Italie. Madame Shubhada Rao est docteur en économie de l'Université de Bombay, a cumulé 30 ans d'expérience dans l'analyse économique. Elle est aujourd'hui chef économiste de Yes Bank, la 4e banque indienne fondée en 2004. Yes Bank a remporté le prix de la banque indienne à la croissance la plus rapide en 2011. Elle a été banque de l'année en 2015. Elle fait clairement partie d'une nouvelle génération de banques indiennes. Il sera évidemment très intéressant d'avoir votre point de vue, madame, sur la perspective d'une crise vue d'Asie. Wilfried Verstraat est le président du directoire de l'Air Hermès depuis 2009. Cette filiale d'Allianz est leader mondial dans le domaine de l'assurance du crédit. Lui-même a fait l'essentiel de sa carrière dans ce domaine. Autant dire que pour ses clients, il surveille toute évolution du paysage comme le lait sur le feu. Vous nous direz si le feu menace. Olivier Klein est directeur général de la BRED et rentre à la BFCE en 1985. Il est aussi professeur d'économie financière à HEC, fait partie du conseil de l'Institut d'études économiques Rexecode. Antoine Lisowski, directeur général d'une compagnie d'assurance vie qui gère plus de 400 milliards d'euros d'encours, CNP Assurance. Vous avez fait toute votre carrière dans des fonctions financières. Vous avez ainsi connu toutes les crises qui se sont produites depuis 1982. Charles Calomiris est un expert en politique financière, professeur à la Columbia Business School. Ses livres sont régulièrement primés, en particulier le dernier d'entre eux sur les origines politiques des crises bancaires. Il a beaucoup critiqué les mesures de régulation prises à la suite de crises de 2007-2008. Charles Calomiris, avec vos travaux sur le langage naturel, vous apportez un point de vue original sur les risques de crise. Alors, Bertrand Badré est le membre du cercle qui va introduire et conclure ce débat. Il a connu la banque comme sa poche de Lazare à la Banque mondiale. Depuis, il a créé un fonds d'investissement, Parcours le monde, pour promouvoir l'investissement durable. Bertrand, c'est à vous. Merci, merci Sabine. Alors quand le cercle m'a proposé de prendre la responsabilité de la session à quand la prochaine crise financière, j'ai beaucoup hésité parce que comme tu l'as dit, la question du quand est un peu superflue. Ça arrivera. Après, la question de savoir comment on le gère. Moi, je suis à titre personnel plus préoccupé par la crise de confiance qui nous occupe ici, par la crise sociale, par la crise environnementale. Mais cette question de la crise financière, en fait, elle ne nous a jamais vraiment lâchés depuis 10-12 ans. Elle recommence même à nous hanter. On a eu peur en novembre-décembre dernier quand les marchés ont décroché. Depuis, ouf, ils sont revenus à leur plus haut. On a eu peur parce que ça fait bien longtemps que la plupart des gens, et notamment ceux qui sont derrière leurs écrans, n'ont connu qu'un monde où les taux d'intérêt baissent et les marchés actions montent. Donc ça émousse un peu les réflexes. Sans parler des gens qui s'occupent d'immobilier, qui alors là ne se souviennent plus que quelquefois l'immobilier ça craque comme il y a 25 ans.
On a peur parce que le récent record de la plus longue expansion américaine, 121 mois, vient d'être battu. Et ça rappelle quand même en creux que si on bat des records, les arbres ne montent pas au ciel et que les records ne sont pas infinis. On a peur parce que toute une série d'inconnus se multiplient. On ne sait plus très bien comment analyser l'inflation, la productivité, les taux d'intérêt zéro, voire négatifs dans la durée, etc. Donc j'espère que les sessions qu'on a cette année vont nous permettre d'éclairer quelques-uns de ces sujets. J'ai eu le privilège de participer comme directeur général de la Banque mondiale aux travaux du Financial Stability Board avec les banquiers centraux. J'avais le sentiment que là, au moins, nous savions, et je n'ai jamais entendu aussi souvent le mot « uncharted territories » que dans ces discussions. Donc on voit bien qu'on ne sait pas s'il faut attendre un ralentissement, une récession, une rupture, un changement de modèle, ou si cette espèce de new normal est condamnée à durer, ou comme certains disaient à l'époque, je crois Christine Lagarde, new mediocre. Tout en gardant à l'esprit que depuis ces 10 ans, le poids de la finance a cru. On a 80 000 milliards de dettes en plus dans le monde. Notre capacité politique à décider a décru. Là aussi, il y a des sessions où on discute du multilatéralisme, de la volonté de coopération, de la construction de murs, etc. Et que par ailleurs, troisième point, de la confiance a disparu dans le système. Donc on a plutôt des risques en hausse, une capacité à faire face fragilisée, et je reviens à un de mes dadas, un système qui n'a pas fondamentalement changé depuis 10 ans, ni dans ses principes, ni dans ses règles. Et des doutes croissants sur les pilotes, même si les récents changements de cette semaine peuvent redonner un peu d'optimisme. Alors, est-ce qu'on est prêt ou pas pour la prochaine crise financière? Quand? Où? C'est la question à plus de 10 000 milliards de dollars. Mesdames, Messieurs, the floor is yours. Sabine. Je crois que c'est Lorenzo qui ouvre les débats. Moralité, ne laissons pas notre attention s'émousser. Donc, donc Lorenzo Binismaghi, dites-nous, je crois que la question quand, vous préférez réfléchir à comment la crise peut se déclencher. Oui, la différence entre prévoir le nom du prochain président de la BCE et la date de la prochaine crise financière, c'est que dans le premier cas, on ne gagne pas beaucoup d'argent, dans le deuxième, on peut gagner beaucoup d'argent. Ce qui est la raison pour laquelle les économistes ne sont pas très bons en général à prévoir les dates, parce que s'ils le savent, ils deviennent fund managers et laissent ce travail d'économiste à d'autres personnes. Ceci dit, pour être plus sérieux, je pense que chaque crise est différente, donc la prochaine sera différente de celle que nous avons eue, mais il y a des éléments en commun entre crises. Et je voudrais peut-être en développer quelques-uns, laissant à d'autres aspects. En particulier, les crises se caractérisent par une variation très forte des prix des actifs financiers et deuxièmement par, en général, une forte récession. Et les deux éléments se renforcent l'un et l'autre. Et l'intensité de la crise dépend de la relation entre l'élément réel et l'élément financier. Donc, pour comprendre quand sera la crise et comment elle va se développer, je crois qu'il y a 4 éléments qu'il faut regarder. Premièrement, l'impact des marchés financiers sur l'économie réelle, et ceci dépend de 2 facteurs. Premièrement, la concentration des risques, en particulier dans les portefeuilles des investisseurs et leur capacité de diversifier. Et deuxièmement, la contagion, c'est-à-dire quand il y a une variation du prix d'un actif financier, de quelle mesure ceci va affecter les autres prix des actifs financiers. Vous vous rappelez le subprime qui, on pensait au début, n'aurait pas eu d'effet sur d'autres actifs financiers, mais en fait l'a eu parce que ça a porté à revoir tous les modèles de pricing. Deuxièmement, l'impact de l'économie réelle sur les équilibres financiers, et ça dépend en partie de la mesure dans laquelle les prix sont mispriced. Donc il y a des bulles financières ou pas. Et deuxièmement, du niveau de la dette, non seulement publique, mais aussi des privés. Et je crois que d'autres dans le panel vont affronter ces éléments. Moi, je voudrais me concentrer plutôt sur l'élément réel, c'est-à-dire qui est inévitable dans les crises, c'est-à-dire la récession. Je pense que si on veut penser à la prochaine crise financière, il faut penser à la prochaine récession. Quand sera la prochaine récession ? Là, c'est là où c'est utile de demander aux économistes. C'est là quand je demande
à mes économistes, de très bons économistes de Société Générale. Ils me montrent plein de graphes, plein d'indicateurs. Et il y en a un qui est très bon, il y en a deux qui sont très bons. Un, c'est la prévision des économistes, et généralement, ils comprennent quand la récession est déjà en place, a déjà lieu, donc c'est un peu trop tard. Et l'autre indicateur, c'est la courbe, la yield curve, la courbe des rendements. Le seul problème, c'est que la courbe de rendement prévoit 10 des dernières 5 récessions. C'est-à-dire, il y a des cas où ce n'est pas tout à fait le cas. Mais l'autre élément qui a beaucoup changé, c'est que les banques centrales sont devenues smart. Quand elles voient que la courbe de rendement s'inverse, c'est-à-dire que les taux à long terme descendent en dessous des taux à court terme, ils coupent les taux à court terme. Et donc, en fait, ils renvoient, et en fait, ils réduisent la capacité de prévision de cet indicateur. Mais en même temps, en réduisant les taux à court terme, évidemment, ils essayent aussi d'induire les investisseurs à réinvestir, à reprendre de la confiance. On voit que chaque fois que la Fed indique qu'elle va réduire les taux d'intérêt, le marché se reprend. Donc, elle éloigne un peu la récession. Et donc, c'est un peu plus difficile de prévoir les récessions, grâce aussi en partie à l'action de la politique monétaire. Mais en ce faisant, évidemment, la politique monétaire contribue à la distorsion des prix, qui est un des éléments dont je parlais tout à l'heure et qui est condition d'une crise financière. Donc, elle réduit le risque peut-être d'un choc réel, mais peut-être qu'elle augmente le mispricing et donc le risque d'un élément financier. Alors, tout ceci pour dire quoi? Il me reste 30 secondes. Je crois qu'une crise, une récession n'a pas seulement des éléments réels, mais si vous vous rappelez la dernière récession après Lehman Brothers, ce n'est pas seulement l'aspect réel, c'est la contagion globale, c'est l'impact sur les consommateurs, sur les investisseurs. Ce qui a vraiment frappé, c'est de voir à la télévision pendant quelques jours les gens qui sortaient de leur bureau avec leurs cartons et l'impact sur le commerce international. Tout ceci, donc, il y a aussi une dimension de communication, une communication médiatique. Et si je pense, juste pour vous donner une indication d'une chose qu'il faut regarder, par exemple le Brexit. Si on aura un Brexit désordonné, qui sera retransmis globalement à travers des images qui montreront des gens à la frontière faisant des lignes, des camions qui ne pourront pas entrer en Angleterre ou en Europe, ou des gens qui n'auront pas d'approvisionnement de certains produits. Tout ceci peut contribuer à une crise de confiance, qui peut créer là aussi un repricing des risques dans tous les actifs financiers. Et là, il faudra se demander si effectivement ces risques sont bien distribués dans le système économique ou s'ils sont concentrés. Et l'autre question fondamentale est quels sont les instruments qu'auront les autorités monétaires pour faire face à une crise de vente où on s'apercevra probablement que certains produits ne sont pas aussi liquides de ce qu'on pensait. Est-ce que la Banque centrale pourra intervenir pour remplacer le marché, en certaine façon, comme ça a été fait au début en 2007? Est-ce qu'elles ont les instruments? Vous vous rappelez qu'aux États-Unis, certaines institutions financières, banques d'investissement, sont devenues banques pour avoir accès au crédit. En Europe, il y a des contraintes, le temps est écoulé. Donc je vous laisse ce point d'interrogation. Regardons bien ce qui va se passer avec le Brexit, parce que si les autorités politiques ne s'accordent pas, ça risque de mal tourner. Ceci ne veut pas dire que ce sera une crise financière, mais il y aura des éléments qu'il faudra regarder de très près parce que ce pourra être une petite étincelle à regarder de très près. Merci. Merci beaucoup. Donc, les banques centrales sont devenues smart. Chaque crise est différente. Shubhra Rao, d'abord, on est très content et flatté que vous soyez venu d'aussi loin. Et ça va être particulièrement intéressant d'avoir votre point de vue sur la perspective d'une crise vue d'Asie, précisément de la 6e puissance économique mondiale, qui n'en restera pas là d'ailleurs. Bon, à vous, madame. Merci. Bonjour everyone. I'll speak in English.
Before I start, the caveat is that economists forecast history with 90% accuracy. So you have to bear in mind that whatever the forecasts economists make out, you have to take it with a pinch of salt, and they can't even predict history with great accuracy. On the serious note, I think what is essentially financial crisis being caused by? Macroeconomic imbalances, internal or external shocks, or irrational factors. Probably in 2008, the global financial crisis was a culmination of all of this and more. The post-GFC, if you track the global growth scenario, the expansion cycles, the growing cycles have been shorter, and the decelerating cycles have remained fairly long. For instance, now if we take an assessment of 193 countries that we track through IMF, 88 countries have forecast a median growth of 0.4%, while 102 countries have growth contraction of almost 1%. Basically, the point we're trying to make is that the growth is getting more broad-based on a slower track, and this is the time probably we have to be wary of all the red flags that may be emerging at this point in time across the globe, because in an already slowing world on a broader basis, if we have an emergence and a combination of all the red flags that may mimic something like a financial crisis, we be better warned and prepare ourselves to mitigate these potential risks. What are these indicators? On a quick random check, if you look at 4 or 5 or maybe more of these indicators, namely the first, the yield curve, particularly in US, is getting flatter, sometimes inverse. In many of the G10 countries, the yield curve has already begun to get inverse. If you track the copper-gold ratio, it's been declining. Gold for safe haven risk aversion and copper for representing risk. Copper-gold ratio has been declining for past 1 year. If you look at the Baltic Dry Index for the sea trade transport, that has been close to the global financial crisis lows. The trade volume, the global trade volume has been contracting very quickly. The PMIs, which indicate a survey, are looking bad. And the US tax receipts on an annualized basis are shrinking. If I add all of these indicators, probably I'm a more wary person of when the next crisis, if it does emerge, and how. In terms of how, there's one point, since I belong to India, and India is a part of the emerging market basket. I would say the second largest economy within the emerging markets, both in terms of size, population, and whichever indicator you may want to look at. So emerging markets enjoyed a serious amount of financial flows post the GFC, with dollar liquidity sloshing in the system. What happened was most of the EM markets or emerging market economies continued to borrow, and that borrowing, the leverage, was more in the forex debt. To the extent, if you take the examples of Turkey and Argentina, we went through that problem of accumulation of forex debt. Almost 50% of the debt in Turkey is forex denominated, and in Argentina as high as 64%, which is for both countries, it's twice as much as they have the forex reserves to deal with some kind of a potential problem that may arise. The overall emerging market, not just Turkey and Argentina, the debt has increased from 21 trillion way back in 2007 pre-GFC to 63 trillion, which is 210% of GDP of the emerging markets. Most of this borrowing in the recent years has been non-sovereign. It's been from households and from corporates. Now, what happens if your foreign currency debt, be it in dollar, euro, yen, it has doubled to 9 trillion.
be it any market from China, India, Malaysia, South Africa, Mexico, Chile, Brazil, all of these have accumulated debt to the extent of 20 to 50% of GDP. Given this kind of accumulation of forex debt, there is a potential risk. No doubt, post-90s, Asia did significantly well, and most of the emerging markets did very well in making their economies more resilient, moving from pegged exchange rates to floating exchange rates, moving from short-term financing to long-term financing through bond markets. They've tried to make it more resilient and relatively shock-proof, but at such times, the risk arises when you have the ebbs and flow of financial conditions essentially coming from the developed markets. And even if their domestic house may be in order in terms of rules and regulations and resilience within their domestic regulation, what if there is a surge of liquidity? And what if there is a sudden ebbing of liquidity? A slice of it we saw around the taper tantrum. It did result in a fair amount of short-term stress, though not a long pervasive stress around this time. So essentially what we're trying to flag off is, while emerging markets have done well in restoring a lot of domestic regulatory environment and their financial system, the overall the vulnerability continues to exist because of the sharp financial sector capital flows from overseas. As a result, what we believe is that one global growth engine, which is emerging markets, if that falters, the overall global growth may falter much more, because at this point in time, the developed markets are not growing very rapidly. It's the emerging markets which is supporting global growth. And if these volatilities continue, then probably the one big engine of growth may also begin to falter, and then we may have to live with a longer slowdown in terms of global growth, maybe well below 2% or even lower. Thank you. Merci. Merci, madame. Donc, monsieur Verstraete, à vous de nous dire comment vous voyez arriver la crise. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, en tant que président de l'ARMS, ce sont évidemment des évolutions que nous suivons de très très près, parce que, étant leader mondial de l'assurance crédit, avec comme mission d'assurer nos clients contre le risque de non-paiement lors de leurs échanges commerciaux, il est absolument important, voire vital pour nous, de pouvoir prévoir la façon la plus précise ces risques de récession. Donc pour nous, la question du timing est très clairement au cœur de nos préoccupations, et surtout les mesures pour s'y préparer au mieux. Alors pourquoi le timing est devenu une thématique aussi importante, et le thème de cette conférence le démontre? C'est parce que tout simplement, il y a un très grand nombre de facteurs de déséquilibre fondamentaux qui impliquent aussi bien des risques politiques, financiers et de contagion. Cela a été mentionné avant. Et il y a aussi un élément qui pour nous est absolument crucial, c'est que nous avons totalement abandonné le concept du prix du risque. Aujourd'hui, le risque n'a plus aucun prix. Et on voit, pour vous donner quelques exemples de déséquilibres fondamentaux, on voit que la valorisation des marchés d'actions sont tendues à l'extrême. La capitalisation boursière aux États-Unis représente aujourd'hui 145% du PIB, alors qu'avant 2008, elle n'était qu'à 130%. On voit également que la faiblesse des taux incite tous les investisseurs, tous les acteurs économiques à prendre encore plus de risques parce que, comme je vous disais, le prix du risque a totalement disparu. Et cela encore amplifié par une liquidité plus qu'abondante. On voit que non seulement la dette souveraine, mais aussi la dette des entreprises a fortement augmenté.
Aujourd'hui, aux États-Unis, elle est à 74% du PIB. Et en zone euro, elle était à plus de 100%. Et en Chine, pour vous donner une idée, en Chine, elle était à 100% en 2008, elle est passée à 150% du PIB aujourd'hui en 2018. Et là, je ne parle que de la dette des entreprises chinoises. En plus, la qualité du crédit se détériore très fortement. On voit qu'aujourd'hui, 50% du segment investment grade aux États-Unis est triple B, et même que 75% des nouvelles émissions obligataires aux États-Unis sont triple B. Ça veut dire que la qualité du crédit se détériore très très fortement. Et donc tout ça peut avoir des conséquences très importantes. Pour vous donner une idée sur l'impact que ça peut avoir sur les entreprises en France, une augmentation de 100 points de base des taux d'intérêt ferait baisser de 7 points les charges financières qui pèsent sur les entreprises. C'est-à-dire que les charges financières passeraient de 15 à 22% du résultat opérationnel. Une augmentation que de 100 points de base. Autre déséquilibre très surprenant, c'est qu'aujourd'hui, la Grèce, à 5 ans, se finance moins cher que les États-Unis. Et on voit qu'effectivement, la politique de la BCE, avec des taux anormalement bas qui copient un peu ce qui se fait la Fed, amène à des déséquilibres fondamentaux, puisqu'il n'est pas normal, je pense, que la Grèce se finance moins cher que les États-Unis à horizon 5 ans. On parle beaucoup, évidemment, aussi des tensions commerciales qui s'intensifient tous les jours. Et si, effectivement, les menaces régulièrement exprimées par les États-Unis sont mises en œuvre, cela pourrait coûter très très cher à l'ensemble de l'économie mondiale et surtout des échanges commerciaux. L'inversion des courbes de taux, c'est évident. On a vu la France, la Belgique et un certain nombre d'autres pays dans les 15 derniers jours qui sont passés à des taux négatifs. Et là aussi, on voit très bien que le prix du risque a totalement disparu des écrans. Ce qui, pour nous, est l'élément le plus difficile à prévoir, c'est que nous pensons que le déclencheur le plus probable de la prochaine crise financière sera politique. Et on voit tous les jours les tensions, que ce soit sur le plan des échanges commerciaux, mais aussi les tensions géopolitiques augmentent de jour en jour, et il ne faut pas grand-chose pour mettre le feu aux poudres. Ensuite, le dernier point que je veux développer, c'est que par rapport à 2008, les marges de manœuvre sur le plan de la politique monétaire ont quasiment disparu. C'est-à-dire qu'il ne reste plus grand-chose comme outil, comme mesure possible des banques centrales. Quand on prend le cas de la France, le taux moyen de la dette de la France en 2008 était de 4%. Aujourd'hui, elle est à 1,5%. Et rien que cette différence, ça fait une économie de 30 milliards sur le budget de l'État. S'imaginer qu'on revienne à des taux plus normaux de 3-4%, ça veut dire un trou supplémentaire de 30 milliards sur le budget de l'État. Quand on voit déjà la difficulté qu'il y a de trouver quelques centaines de millions d'économies, les marges économiques les plus importantes, à travers le G7, ont réussi à plus ou moins coordonner leurs actions. Aujourd'hui, la grande question se pose, est-ce qu'on peut s'imaginer Trump, Merkel, Poutine, Xi Jinping et autres se mettre autour de la même table pour essayer de trouver des solutions à une crise économique mondiale ou une crise financière mondiale, ce qui est beaucoup plus difficile ou qui sera beaucoup plus difficile qu'en 2008. Voilà les quelques points d'introduction que je voulais faire ce matin. Merci beaucoup. Voilà. Olivier Klein, c'est à vous. Bonjour. La grande crise financière précédente a entraîné un risque déflationniste qui a justifié totalement, de mon point de vue, les politiques monétaires non conventionnelles, avec des taux courts à zéro, voire négatifs, et avec des taux longs poussés vers zéro, grâce au quantitative easing.
L'utilité, évidemment, venait du fait qu'on mettait les taux d'intérêt long terme en dessous du taux de croissance nominal, ce qui a pour effet d'aider les acteurs surendettés à pouvoir retrouver une santé financière plus aisément. Et ça permet aussi, parallèlement et conjointement, de relancer l'économie. La question, c'est qu'on est sorti du risque déflationniste, on a eu un regain de croissance clair, on a eu une reprise du crédit claire, à des moments différenciés entre les États-Unis et la zone euro, mais au total, partout. Alors, le problème vient du fait que, bien qu'il n'y ait plus de risque déflationniste, me semble-t-il, on maintient une politique monétaire qui n'a plus lieu d'être. Aux États-Unis, certes, il y a eu un petit peu de sortie de cette politique depuis 2016, puis depuis 2017, pour ce qui concerne le QI. Depuis fin 2018 en zone euro pour ce qui concerne le QI, mais les taux sont restés inchangés. On annonce aujourd'hui dans les deux pays qu'on pourrait revenir à des baisses de taux ou réaccroître le QI. Alors pourquoi? Parce que l'inflation n'est pas au niveau souhaité, disent les banques centrales. Le sera-t-elle à court terme? Ce n'est pas le débat d'aujourd'hui, mais ce n'est pas évident. Donc peut-on poursuivre cet objectif très longuement? Et puis plus vraisemblablement, parce qu'il y a la crainte qu'une remontée des taux ne pose trop de problèmes d'insolvabilité pour le privé et qu'un sujet de dominance fiscale pour le public, pour le secteur public, pousse les banques centrales à faire très attention à l'insolvabilité des États. Et maintenant, on a la crainte d'un retournement de conjoncture qui imprime manifestement ce souhait des banques centrales de revenir à des politiques encore plus accommodantes. Ce qui fait qu'on s'accorde à dire la plupart du temps qu'on aura des taux très bas pour très longtemps, c'est le low for long qui s'installe. Pour moi, cela installe un cercle vicieux surtout, qui est bien dangereux, parce que conserver des taux d'intérêt nominaux inférieurs au taux de croissance nominal, en réalité trop longtemps, conduit non pas à aider les acteurs à se désendetter, mais incite les acteurs à poursuivre leur endettement, et puis on trouve des raisonnements qui vont bien avec ensuite pour faire joli. Alors, ceci conduit directement à l'instabilité financière accrue, du coup à un risque de crise financière accrue, et il me semble qu'on a les prémices, quand on étudie de façon historique toutes les crises financières, on a les prémices très claires d'un cycle financier assez mûr qui peut conduire tôt ou tard, évidemment on ne sait jamais exactement quand, ni même les fonds d'ailleurs, mais au retour d'une crise financière qui pourrait être importante. D'où peut-elle venir? La bulle action, non. Me semble-t-il, modestement, les PER ne sont pas excessifs par rapport à leur tendance passée, je ne crois pas beaucoup. La bulle immobilière, facilitée naturellement par les taux d'intérêt extrêmement bas, plus. Il ne me semble pas que ce soit un problème extrêmement grave aujourd'hui, mais enfin, malgré tout, on voit bien que les prix, même de l'immobilier, même corrigés de l'indice des prix général, sont revenus à des niveaux, dans beaucoup de pays, proches de ceux de l'avant-crise, qui avait été quand même déclenché par une bulle de crédit doublée d'une bulle immobilière en 2007. Mais surtout aujourd'hui, ce qui me frappe, et ce que je crains, c'est la bulle de crédit. Et elle n'est pas spécifiquement bancaire, la bulle de crédit. Elle est toute forme d'endettement permis par tous les acteurs investisseurs financiers. Le taux d'endettement a beaucoup augmenté, même pendant ces 10 dernières années, facilité par ce qu'on a dit, des taux d'intérêt trop bas par rapport au taux de croissance nominal. Je vais prendre qu'un seul chiffre, parce que j'en ai plein, on pourra en discuter le cas échéant après, mais le taux d'endettement mondial, tous acteurs confondus, publics et privés, était de 60% sur PIB en 2000, 100% en 2008, 140% en 2018. On n'a pas vraiment connu de désendettement global, par secteur oui, par pays parfois, mais globalement. Et ceci, ce n'est pas seulement le taux d'endettement beaucoup plus élevé qui fait craindre la prochaine crise, mais avec, naturellement et comme toujours, une prise de risque de plus en plus forte, parce que les acteurs, notamment investisseurs, épargnants ou représentant les épargnants, cherchent le rendement quand même. C'est quand même difficile d'offrir des rendements négatifs pour des gens qui cherchent à placer leur épargne, et naturellement, ça pousse tout le monde à aller chercher le rendement quand même. Donc ce sont les caisses de retraite de bonne foi, les assureurs de bonne foi, les fonds de placement de bonne foi, les banques qui essaient de trouver évidemment aussi des crédits un peu rémunérateurs par rapport au coût de leurs ressources.
Ce qui fait qu'on est en pleine phase euphorique du cycle de crédit, bien repéré historiquement, et je trouve que même on tourne vers le trémur. Les prêts aux entreprises se font sur des entreprises de moins en moins solvables, ce qui, par ailleurs, accroît leur fragilité financière naturellement. Les prêts crédits sont de plus en plus longs, de plus en plus illiquides. Les prêts sont de plus en plus in fine, remboursables pour le principal tout à la fin, une folie furieuse, mais tout le monde en fait de plus en plus. Et plus de leviers, naturellement. Les collatéraux, la valeur des garanties a follement baissé depuis quelques années. Quant aux covenants, ce qui permet de donner des limites dans le ratio d'endettement sur capitaux propres, choses comme ça, ont totalement explosé. Aujourd'hui, on a des covenants, mais comme ça permet de faire tout et n'importe quoi, c'est comme si on donnait une limite qui était à l'infini. Et en même temps, les primes de risque ont considérablement baissé. Ce qui fait que ça augmente la vulnérabilité des prêteurs, naturellement, et les banques, les caisses de retraite, les fonds de placement, les assureurs sont dans une situation où ils commencent à engranger des choses beaucoup plus illiquides, beaucoup plus risquées, avec des primes de risque beaucoup plus basses. Alors, qu'est-ce qui peut faire éclater la bulle? Bien sûr, tout le monde parle des taux d'intérêt qui, s'ils remontaient, feraient éclater la bulle. Et comme tout le monde pense que les taux d'intérêt ne vont pas remonter de sitôt, on peut se dire, finalement, il n'y aura pas de crise financière. Je ne le crois pas beaucoup. Bien sûr, une remontée des taux d'intérêt, ça ferait éclater beaucoup de choses, y compris les entreprises zombies, qui sont celles précisément qui seraient insolvables si les taux revenaient à la normale. Je rappelle que dans l'OCDE, en 1990, il y en avait 1%, 5% en 2000, en 2016, 12%. Mais le risque d'éclatement de la bulle ne vient pas que d'une augmentation possible des taux qu'on ne voit pas à l'horizon. Il peut venir aussi, et je rejoins totalement ce que disait tout à l'heure mon ami Lorenzo Bini-Smaghi, il peut venir aussi d'un ralentissement fort de la croissance. Et on aurait ainsi une coïncidence, comme d'habitude, entre les cycles financiers et les cycles réels, et c'est quand la coïncidence arrive que la crise bat son plein, est au plus fort et passe à une crise systémique. Ralentissement de la croissance, je ne vais pas dire d'où il peut venir, on en a parfois parlé, on pourra en reparler, mais qu'est-ce que ça provoque? Une baisse des cash flows, donc beaucoup plus difficile de rembourser, tant pour les États que pour les entreprises. Des primes de risque qui remontent, donc la valeur des dettes qui se déprécie brutalement. Là, je vois moins de problèmes pour les assureurs et les fonds de retraite parce que l'argent est bloqué sur le long terme, mais je vois beaucoup plus de problèmes pour les fonds de placement qui verraient une dégradation des notes de ce qu'ils détiennent brutale et qui conduirait à ce moment-là à vendre peut-être précipitamment et en même temps. Pour les fonds, j'ajoute en plus qu'en général, ils proposent la liquidité à leurs investisseurs, mais qu'ils achètent de plus en plus d'illiquides et naturellement des fund run, comme on vient d'en voir 3 dans un passé tout récent, j'espère, ne sont pas annonciateurs de la prochaine crise qui pourrait venir. Et puis, on a des banques. Alors, les banques sont bien mieux capitalisées qu'avant, donc à mon avis, elles sont beaucoup moins risquées. Je pense que les prochains risques le prochain risque de crise financière majeure viendra plutôt du shadow banking. Cependant, malgré tout, la structure de la courbe des taux, avec des taux écrasés vers zéro, parfois même des taux interbancaires ou de dépôt à la BCE très inférieurs à zéro, et des taux longs très proches de zéro, fragilise progressivement les banques, qui seront d'ailleurs de ce fait moins capables de prêter davantage qu'auparavant. Mais je pense que ça sera sur un temps de 2, 3, 4, 5 ans qu'on verra apparaître cela. Et à court terme, les banques sont mieux protégées qu'auparavant. Pour conclure, donc, j'ai fini. Le danger est très fort. Le danger est très fort. Que les banques centrales qui ont lutté avec des instruments très innovants à très juste titre pour lutter contre des catastrophes veuillent se servir de ces mêmes armes pour des seuls retournements conjoncturels. Parce qu'alors là, des taux longs très longtemps protégeraient sans doute un peu et retarderait la prochaine crise, mais augmenterait considérablement la puissance de la prochaine crise financière. Merci. Très bien. Merci beaucoup. Antoine Lisowski, c'est à vous. Je crois que vous voyez beaucoup de paradoxes dans le discours sur la crise. Oui, alors, à ce stade-là... On n'entend pas, Antoine. Oui, voilà. À ce stade-là, ou bien je dis rien parce que Olivier a fait le point, ou alors je vous raconte l'histoire telle que je la vis. D'abord, des crises, c'est normal. Il y en a tout le temps.
Il y a tout le temps des crises parce qu'on est dans des marchés financiers avec des ajustements permanents, d'anticipation des acteurs sur les sociétés, sur les États, etc. Et dans un univers où il y a beaucoup d'évolution, évidemment, ces anticipations sont très sensibles à tout signal, toute information. Et donc, de temps en temps, vous avez quelque chose qui arrive ici ou là, et c'est normal, c'est tout le temps. Et quand on est un investisseur, quand on est un opérateur, on a l'habitude de ce genre de situation. Deuxième chose, il y a du bon dans les crises. Il y a du bon dans les crises parce que de temps en temps, vous avez des acteurs qui sont fous ou qui sont faibles. Alors, les acteurs faibles, c'est des types qui ont pris des risques qu'ils ne pouvaient pas supporter. Ils sont éliminés dans les crises. Pensez dans votre tête à la liste des grandes banques qui ont disparu depuis la crise précédente. Et puis il y a des acteurs qui sont tout simplement fous, c'est-à-dire qui ont lancé des trucs qui ne marchaient pas, même s'ils étaient assez forts. Ils ont quand même pris des bouillons. Alors parfois ça atteint aussi le public, mais ils ont parfois pris des bouillons. C'est, j'allais dire, c'est la vie de ce genre de situation. Puis quand même, les crises ont aussi du bon parce qu'elles corrigent des comportements. Il n'y a plus beaucoup de subprimes aujourd'hui. Donc elles corrigent des comportements de fonds ou d'économie réelle, si on veut. Alors, deuxième chose, il y a crise et crise. Elles ne sont pas toutes très graves. L'automne dernier, quand Apple s'est cassé la figure de 20%, tout le monde a commencé à dire « Waouh, il se passe quelque chose. En un jour, 2 jours, Apple se casse la figure de 20%. » Donc on commence tous à regarder ce qui se passe dans le secteur des GAFA, dans cet univers-là, etc. Vous passez 1 jour, 2 jours, 3 jours, vous dites « Est-ce qu'il y a contagion? Est-ce qu'il y a quelque chose ?» Ça va, c'est un sujet Apple, etc. Bon. Et donc vous avez une crise sur un titre. Parfois, elle va s'étendre à un marché. Le marché des titres comparables, enfin des choses qui font la même industrie, vous vous dites il y a un problème de prix d'énergie, de prix de matières premières, quelque chose comme ça, le marché, bon, très bien. Donc ça, vous avez des diffusions de crise, on va dire, relativement locales. Parfois, ça va concerner une bourse ou un pays. Et par exemple, ça concernera souvent un pays, quand vous avez ce qu'on appelle le spread d'un pays qui s'envole, et tout d'un coup, les pays voisins, qui sont plus ou moins justement assimilés ou identifiés, verront leur spread un peu secoué. Parfois pas justement du tout, parce qu'ils ont des politiques pas du tout pareilles, et des situations pas vraiment pareilles. Je vais prendre simplement des exemples européens. Entre l'Italie et l'Espagne, on a parfois eu tendance à confondre les deux situations, elles sont vraiment très différentes. Bon. Donc vous avez un problème quand vous commencez à avoir une diffusion qui n'est pas justifiée par quelque chose de fondamental. Alors, cette diffusion, ensuite, elle va à l'économie réelle. Et c'est là la vraie crise. C'est celle de 2008, c'est celle des années 30, etc. Et c'est là, tout d'un coup, où le sujet devient un méga sujet. Mais on voit bien que cette diffusion, elle se fait par l'intermédiaire, en gros, de la liquidité et du crédit, et donc, à la fin, par la santé du système financier. Alors ensuite, on se dit, puisque c'est comme ça, on va essayer de prévenir les crises suivantes en s'occupant un peu du secteur financier et de l'économie réelle. Alors, on va s'occuper de l'économie réelle en évitant qu'il y ait des secousses trop fortes, et quand il y en a, on va mettre un peu d'eau, de carburant dans la machine, on va baisser les taux. Donc voilà, on arrive à des situations dans lesquelles, chaque fois qu'il y a un petit problème de croissance, et quand le monde change comme il est en train de changer, il y a plein de capital qui est en réalité obsolète. Et donc il faut renouveler le capital. Et donc, il y a plein de choses qui valent plus autant que ce qu'on les avait valorisées, etc. Et puis, il y a plein d'économies qui sont en transformation, des problèmes de croissance, et on n'aime pas les taux de croissance faibles parce que ça met en l'air l'équilibre social, donc on remet un peu d'argent. Puis du côté du secteur financier, alors là, on y va ceinture bretelle, des régulations, des capitaux, des règles de gouvernance, des règles de contrôle, et plein de règles. On fait des stress tests, par exemple, dans le secteur où je suis. On passe notre vie à faire des stress tests. Alors, on est tout le temps en train d'imaginer qu'est-ce qui se passerait avec le bilan de votre boîte, ses fonds propres, si les taux faisaient ça en même temps que le marché fait ça. Et puis, quand il ne se passe rien collectivement, le superviseur vous dit on va faire un stress test un peu plus fort, hein, parce qu'on va voir si vous tenez un peu plus, etc. Bon. Et donc, honnêtement, à la fin, ça finit par banaliser l'idée d'une crise, hein, parce qu'on se dit, OK, celle-là on passe, etc. Bon, là, on revient au boulot, et donc voilà. Donc, il commence à y avoir, non mais il y a un effet, je crois que chaque crise est la fille de la manière dont on a traité les crises précédentes. Et donc aujourd'hui, comme on a très peur de la diffusion généralisée d'une crise, et on a assez raison d'en avoir peur, on a à la fois décidé de créer beaucoup d'argent et de réguler et de mettre plein de fonds propres et plein de régulations dans le secteur financier. Alors, tout ça, c'est sympa, parce que la baisse des taux, c'est sympa, c'est euphorisant, la baisse des taux. La baisse des taux, c'est euphorisant, d'abord parce qu'on a l'impression que ça ajoute de la croissance. On a l'impression, mais enfin, les taux de croissance n'ont pas augmenté à mesure que les taux ont baissé vraiment.
Et puis c'est aussi euphorisant parce que ça ajoute de la valeur, ça ajoute des prix. Parce que tout simplement, les taux d'actualisation sont différents. Ça, on ne le dit pas aux gens. Vous faites baisser les taux d'actualisation, mécaniquement, les types qui calculent les prix, ils augmentent les prix. Bon, c'est tout bête. Mais ça, c'est sympa. C'est un bon moment, la baisse des taux. Le mauvais moment, c'est quand les taux sont bas et qu'ils le restent. D'abord parce que quand les taux sont bas, ils ne peuvent plus baisser. Donc l'adjuvant, l'euphorisant précédent, vous l'avez plus sous la main. Bon, oui, ça peut être pire. Mais bon, oui, ok, à la prête. Mais l'euphorisant, vous l'avez plus. Puis après, vous avez la maladie lente. Vous avez la maladie lente. Pour les institutions financières, évidemment, c'est ce qu'on a dit à cette table. Les institutions financières sont percutées par des taux très très bas, très très longtemps. Honnêtement, personne ne va pleurer sur leur compte. Les superviseurs vont leur donner des règles de capital pour éliminer les plus faibles au fur et à mesure, de façon à ce que ça ne fasse pas trop d'histoire. Et tout le monde va dire, ils n'ont qu'à faire évoluer leur modèle économique. Hein. Ils n'ont qu'à trouver la manière d'avoir des nouvelles ressources ou de réduire leurs emplois, leurs dépenses. Bon. Ce qui est un petit peu plus dolosif et délétère à moyen terme, c'est que quand vous n'avez pas de rendement, l'épargne n'est plus rémunérée à long terme. Et quand vous êtes dans des univers avec des populations qui vieillissent, c'est-à-dire où, en gros, malgré tout, on raconte ce qu'on veut sur répartition, capitalisation, etc. Mais enfin, à un moment donné, une année donnée, le stock de ce qui est consommé par les gens, c'est ce qui est transféré des uns aux autres. Et donc, à un moment donné, vous vous trouvez avec une durée de vie qui s'allonge et un rendement de l'épargne qui baisse. Pourquoi est-ce qu'on lit aujourd'hui des statistiques, il y a beaucoup de collectes des flux d'épargne dans nos institutions? C'est tout simplement parce que les gens, dans le bon sens populaire, ont compris que pour avoir autant de revenus dans le futur, il faut avoir mis plus d'argent de côté. Bon, la baisse des taux, c'est sympa, mais ça, c'est limite. Charles Calomiris, vous avez publié de nombreux articles sur l'utilisation du langage naturel et l'aide qu'il peut apporter dans la détection des risques. Vous tentez, si j'ai bien compris, de quantifier des données qui jusque-là ne pouvaient pas l'être. Et d'ailleurs, il semble que vous trouvez des risques particulièrement élevés en Asie. Donc, vous pouvez en parler à votre voisine. Voilà, c'est à vous. Thank you very much. It's a great pleasure to be here and to participate in this great panel. I want to focus my remarks, given that I'm an academic, on the question of forecasting crises. What are the successes and failures we've had in the past, and how is the future going to be different? How is forecasting different? And I'm going to talk a little bit about new research methods that I think are going to be quite important. So first of all, I want to mention the successes, and it's already been noted by many of the speakers. If you were going to ask in the last 30 years, which of course has been an unprecedented crisis pandemic globally, if you were going to say, did the elite fundamental experts get it right? And the answer is yes, they did actually most of the time figure out which countries were really very crisis risky. For example, go back and read the April 1997 special middle section of The Economist on the coming crisis in East Asia. And you're going to learn something unbelievable. 7 months prior to that crisis, The Economist correctly predicted which 3 countries in Asia, Korea, Indonesia, and Thailand, were going to have a major crisis. They correctly predicted it would be a twin crisis of the banking sectors collapsing with major fiscal costs and a major exchange rate collapse, and they compared it to the Mexican crisis that had happened 2 years before. That's pretty good. But that's not the only one. I was involved in predicting very publicly the Argentine crisis that happened 2 years before it happened, actually. Rudi Dornbusch, the late great German economist, and also Jerry Caprio correctly predicted the Mexican crisis both in its banking aspect and its exchange rate aspect more than a year before it happened, and pointed out that it was really a replay, Jerry in particular, of the Chilean crisis of 1982. And of course, Raghu Rajan, but not just Raghu Rajan, correctly predicted the American housing crisis. And by the way, many of us, once the Greek debt had been publicly acknowledged, that is, the fraudulent accounting had been overcome, correctly predicted the unsustainability of that. So from a fundamental analysis, actually,
The elite fundamentalists have done pretty well. However, as has been noted, the timing not so much. Now, the reason for that is that there's another set of fundamentals, not just economic fundamentals, that are political fundamentals that have to do with making economic choices. So there's a reason that the Mexican crisis happened in December 1994. It's because the new president took office, and the important news that became available to the market was he wasn't going to do anything. The market was waiting. He did nothing. That caused the crisis. When George H.W. Bush, the father, decided after the 1988 election, he decided to crack down on the savings and loan industry, which is what gave rise to the recognition of losses, which became the savings and loan crisis. That crisis had actually been already over with from the standpoint of the fundamental incurment of losses since about 1983. But the recognition was a political matter. We've all been discussing about monetary policy, and of course that is also often politically driven, decisions about the timing of monetary policy changes. So it shouldn't be surprising that it's very hard to construct a panel database that is by country and by time that correctly predicts the timing of crises, because it's not so easy to predict the political decisions to take economic actions or not. That's why the timing is so difficult. Now, that doesn't mean it's impossible, however, because once you recognize that there's this other side to predicting crises, then you can also start thinking about other tools. So, for example, I've made available a brief note and that references some work that I'm doing using big data through natural language processing to try to bring this other dimension of, call it softer analysis, into the conversation. And what's needed is a very broad-minded mapping of news that captures the relevant information about risk and the incipience of risk, the incipience of decisions, the political context. And what's interesting is what we're finding in this research is that much of what we're learning from natural language processing is we're capturing not just the decisions of the elite, but we're capturing you might call it the zeitgeist, or you might call it the collective unconscious, to use the Jungian psychology term, the collective unconscious of how people are reacting in their language to what they're experiencing, perhaps in their politics or in their society. This is turning out to be quite possible, though, so I want to emphasize we're making enormous progress on this. Some of you may have heard of the EPU measure, Economic Policy Uncertainty. It's not my favorite measure. It was a pioneering measure, but I've been working in a different direction because the EPU measure imposes the economist's concept of which words to search. I think that's not the right way to go, and we're finding that a much better way is to try to figure out, not just from the particular words, but from the overall context, the nature of the word flow from a whole variety of dimensions, what people are thinking. And you can do this in a fairly economical, parsimonious way, and that's quite remarkable. And you can understand exchange rate changes, equity market changes, financial crises, and you can also predict central bankers' behavior, which of course is not surprising because central bankers are themselves reacting to the environment. So, let me tell you what our model is telling us as of May 2019. Emerging markets are a dangerous group, but particularly China and the economies that are most immediately dependent on China. India is also a high-risk group for a major equity market cumulative loss, but so is the US, reflecting some of those China-US frictions. And so are, within Europe, Netherlands, Poland, Slovakia. Venezuela, not surprisingly, and also in Africa, Kenya. So you do learn some things. I think the point of this, in conclusion, I want to make two overarching points. One is all of those predicted losses are not as bad as 2008. They're on the order of thinking about drawdowns in the equity market of maybe 10%. So at least so far, it doesn't look like crises are imminent from these qualitative measures.
And the other thing I would say is, of course, there's a complementarity of tools. We've learned that from the past that the economic fundamental tools are very useful and should be used in combination with these other tools that are better at understanding the political environment and the sort of incipience of problems. Thank you for your attention. Merci beaucoup. Je crois qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps, donc on va vite donner des questions. Voilà. Monsieur. C'est bon, c'est bon. Il y en... Oui, ça marche, ça marche, ça marche. Tenez, monsieur. Il y en a de partout. Bon, on m'entend? Oui. Donc, comme l'a dit M. Lissowski, nous savons qu'une crise financière est inévitable. Il y en a eu plus de 16 en moins de 150 ans. Les signaux sont de plus en plus importants et alarmants. Mais cependant, il me semble que les banques centrales, depuis la crise de 2008, essayent de contenir en fait la crise financière dans le milieu financier et qu'elle n'impacte plus la société ni l'économie réelle. Avec des différentes régulations comme le BAL 3, les MiFID, etc. Est-ce que vous pensez que c'est une mission réussie pour les banquiers centraux pour la prochaine crise? Est-ce que vous pensez qu'ils auront les outils nécessaires pour la contenir dans les marchés financiers et seulement dans les marchés financiers? Je réponds une phrase. Le mot d'ordre depuis quelques années, c'est « la crise ne passera pas par moi ». C'est comme la campagne de prévention du sida. La crise ne passera pas par moi, mais il y aura peut-être la crise. Très vite, très vite, simplement pour dire, les banquiers centraux regardent les banques. Et les banques sont mieux protégées à ce jour. Mais la politique monétaire, qui n'est pas faite par les régulateurs, mais par les banquiers centraux, commence à affaiblir les banques. Je ne pense pas qu'il y ait malheur tout de suite, mais progressivement. En revanche, toute la politique macro-prudentielle qui est nécessaire pour précisément contrer les phénomènes que je viens de dire touche les banques, exclusivement les banques. Et le fait de dire que les banques doivent se restructurer, c'est très amusant, mais si la demande vient à baisser, je comprends qu'on est à se restructurer, sinon baisser les coûts, si la demande est là, c'est juste un tout petit peu bizarre. Donc la vérité, pour finir, c'est le fait que la crainte, c'est tout ce qui n'est pas contrôlé par le régulateur, précisément. Donc le hors bancaire à court terme. Hein. Si je peux, comme il n'y a pas de banquier central dans ce panel, peut-être je peux dire quelques mots. Et je ferai presque une question, je poserai une question un peu provocatrice. Est-ce que les taux sont bas parce que la Banque centrale a réduit les taux, ou bien est-ce que la Banque centrale a réduit les taux parce que les taux sont bas? Évidemment, ça dépend de quel taux, les taux à long terme et les taux à court terme. Et les taux qu'on utilise pour le discount dont on parlait, c'est les taux à long terme. Alors, si on n'est pas content parce que les taux à long terme sont bas, est-ce qu'il faut augmenter les taux à court terme ou bien il faut les réduire? Première question. Et pour l'instant, la théorie économique nous dit que pour augmenter les taux à long terme, il faudrait plutôt réduire les taux à court terme. La deuxième observation, c'est que les taux à long terme sont bas. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il y a un excès d'épargne mondiale et une insuffisance d'investissement mondial qui sont dus à plusieurs facteurs qui ne sont pas liés à la politique monétaire. Et là, on continue à parler de politique monétaire, on ne parle pas des autres politiques. Pourquoi est-ce que cet déséquilibre entre épargne et investissement n'est pas comblé à travers des politiques en partie fiscales, mais en partie structurelles qui développent l'investissement? Donc à la fin, le only game in town, c'est les banques centrales qui prennent tout le blame, tout le mécontentement des banquiers, des économistes, tout ça. Mais le problème qu'on devrait se poser, c'est que font les autres? Pourquoi les autres ne sont pas plus actifs? Et je pense que la pression des acteurs, des économistes, des banquiers devait être plutôt sur les autres acteurs de politique économique
pour qu'ils fassent leur part pour une situation plus équilibrée entre épargne et investissement qui reporte les taux d'intérêt à long terme sur des niveaux plus équilibrés qui permettraient à la Banque centrale peut-être de faire monter les taux d'intérêt. Bon, merci. Charles Calomoris voudrait dire un dernier petit mot avant la conclusion de Bertrand. Just 3 brief points in response to that very important question. First, my own research has found that central banks have been increasingly responding to the stock market, which I think is a serious problem for the risks that have been described here. To be specific, the Fed was targeting problems that were showing in the VIX prior to the crisis, but not the other central banks. Since then, the Fed has increased its targeting of the VIX, and the Bank of England and the ECB have increased their responsiveness to changes in the VIX. I think this is this problem that was alluded to before. Secondly, there's a new problem that's going to cause a magnification of this shock coming from what was referred to earlier as the search for yield. The search for yield has caused a major growth in emerging market dollar-denominated corporate debt. Major. And the most interesting phenomenon about it is most of that growth has come in bonds that are exactly $500 million in issue. Why? Because new investors, which I call crossover investors, who are getting into this market for the first time, institutional investors from developed economies, want to have a bond that they think is going to be liquid. Why? Because it's included in the SEMBI index, which is a $500 million requirement. So companies are reaching to issue $500 million because of this huge benefit. How big is the benefit? More than 1 percentage point discounted yield. So that's creating a vulnerability that I think is quite remarkable if we get a recession in emerging markets. On the regulatory side, finally, I would say I don't think the regulatory responses have been adequate. They have been an improvement. But I believe that we're still doubling down on inadequate ideas coming from the regulation use of book values in banks. I think that is not correct, and I've written about it at length. Thank you. Alors, je vais essayer de conclure extrêmement brièvement, d'abord en reconnaissant extrêmement humblement que nous n'avons pas répondu à la question. Alors, évidemment, c'est la faute des économistes. C'est un peu embêtant qu'on ait des économistes de reconnaître ça, mais heureusement, Charles a défendu l'honneur, et certains dans la salle ont tweeté pour signifier leur mécontentement en disant « Non, non, c'est pas juste notre faute. » Je reviendrai dessus. La question difficile, effectivement, c'est pas pourquoi la crise, c'est quand la crise. Le timing a été difficile, personne n'a la bonne date, et donc malheureusement, personne ne sortira de cette salle avec le truc qui va le rendre riche. Je suis désolé, j'aurais aimé. 6 points extrêmement rapidement. Premier point, on voit bien l'impact de la politique suivie depuis 10 ans. L'aspect extrêmement positif, c'est que nous avons pour l'instant limité le risque déflationniste et que nous ne sommes pas morts. Je ne crois pas que nous soyons en 1939 ou 1940, et donc il faut quand même reconnaître cet aspect positif. Mais on voit bien qu'à force de durer, on ne sait pas bien dans quel territoire on rentre. Point numéro 2, le rôle clé de la confiance. C'est un élément de fragilité en cas de crise, je crois que Lorenzo l'a dit. On paniquera plus facilement compte tenu de la confiance moins forte si on voit des images un peu terribles. Donc là aussi, on est marqué par les épisodes précédents. Troisième élément, c'est bien l'appréciation du risque qui est au cœur. Tout le monde l'a rappelé. Un risque dont on se rend compte qu'il est mal pricé, dans un environnement de liquidité abondante, dans un environnement où il y a un certain nombre d'acteurs qui ne sont pas forcément régulés de la même manière et avec les mêmes objectifs, donc révèle des fragilités. On a parlé de qualité du crédit, on a parlé d'une bulle de crédit en général, de l'évolution de l'immobilier. Quatrième point, les facteurs déclenchants. Là aussi, c'est le lien très fort entre l'économie réelle et l'économie financière. C'est bien là que si les enchaînements entre les deux sont plus problématiques qu'un ajustement hebdomadaire ou mensuel et que ça se détériore, là on peut partir dans des zones beaucoup plus risquées. Cinquième point, et c'est le point d'Antoine, il faut peut-être s'habituer à la crise d'une certaine manière. La crise devient normale et ce n'est pas forcément négatif. Il ne faut pas que ça se détériore plus que de raison. Et donc c'est d'habituer à de nouveaux outils de pilotage. Sixième élément, et je remercie en particulier Shibada d'avoir rappelé, ça n'est plus un sujet transatlantique comme en 2008-2009, c'est devenu un sujet mondial. Et les marchés émergents, même s'ils sont plus risqués, comme l'a dit mon voisin,
sont un élément absolument déterminant de tout ce qui peut arriver pour la suite. Donc voilà 6 points qui ne donnent pas tous ensemble une boule de cristal, qui ne font pas forcément même un puzzle, mais qui nous rappellent qu'il faut quand même qu'on reste avec nos ceintures attachées. En particulier parce qu'une des questions sous-jacentes derrière ces questions de risque, de politique suivie, c'est bien notre capacité à faire face à cette gestion d'une crise à venir qui est posée. Même si les banques centrales sont smarter, pour reprendre l'expression de Lorenzo, on voit bien, comme je disais au début, qu'on est quand même face à un certain nombre de uncharted territories, de territoires qu'on explore jour après jour. Je parlais de peur en introduction. Alors la peur, c'est pas grave, c'est souvent le commencement de la sagesse, sauf quand la peur se transforme en panique parce qu'on n'a pas confiance. Et c'est bien ça la petite zone dans laquelle on entre et à laquelle il faut faire attention. Et je finis, je conclus vraiment en disant, ce qui me semble important aussi, c'est qu'on apprenne à se parler un peu plus. Les banquiers, les investisseurs, l'économie réelle, les économistes, on voit bien que chacun a une vision des choses. On se parle peut-être un peu plus qu'il y a 10 ans, mais pas encore suffisamment. Il faut non seulement se parler, mais je pense qu'il faut aussi s'écouter. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une bonne fin de session.